On ne peut courber le métal comme ça sans le casser, à moins de le chauffer. J'en déduis que cette pièce était très chaude quand le plancher s'est écroulé et l'a courbé. C'est certainement ce qui est à l'origine de l'effondrement de la tour du World Trade Center. Alors que s'est-il passé avec le revêtement ignifuge? Pourquoi a-t-il été, comme il semblerait, si inefficace? On s'interroge pour savoir si le choc dû à l'impact l'aurait arraché. Il existe aussi une autre explication. Une qui suggère que les tours auraient dû résister plus longtemps qu'elles ne l'ont fait. Dans le passé, le revêtement ignifuge connaît déjà des hauts et des bas. En 1995, un tribunal se penche sur l'amiante contenue dans le matériau ignifuge pulvérisé. On demande à Roger Morse, architecte consultant, de l'examiner. Ce qu'il découvre l'inquiète énormément. Dans les étages occupés, le revêtement ignifuge manquait sur une grande partie des treillis. Il était très mince presque partout. Celui des piliers du noyau se détachait en lambeaux de la hauteur d'un étage. Ces photos, prises au milieu des années 90, montrent l'état du revêtement ignifuge dans certaines parties du bâtiment. Seuls de rares endroits sont couverts d'une couche de 4 cm, épaisseur requise pour protéger l'acier efficacement. On voit que le revêtement ignifuge est absent sur la diagonale qui rejoint cette extrémité, là où le treillis repose sur le pilier extérieur. Bien qu'il n'ait examiné que les étages inférieurs de la tour nord, les photos de Roger Morse montrent que le bâtiment est loin d'être entièrement protégé. De nombreuses liaisons vitales dont dépendent les planchers sont pratiquement à nu. Si c'était correctement couvert de mousse ignifuge, on aurait ici une masse amorphe du matériau protecteur. Le vide qu'on voit derrière cet équerre en aurait été rempli. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'installateur l'a-t-il mal mis? La visite d'inspection a-t-elle été bâclée? De toute façon, la personne responsable de la protection ignifuge a fait l'impasse sur tout cela. C'est scandaleux quand on connaît son importance. Dans le noyau central, le mauvais état de la protection des piliers s'explique plus facilement. Ce qui s'est passé, c'est que le revêtement a été pulvérisé sur des morceaux de rouille qui n'avaient pas été enlevés pendant l'application de la protection. Le revêtement ignifuge était bel et bien collé à la rouille, mais quand la rouille se détachait, la protection partait avec. Les responsables déclarent que l'entretien du revêtement ignifuge est un casse-tête permanent, mais que les bâtiments n'en sont pas moins protégés. Dans la tour nord, les treillis du plancher touchés par l'impact sont restaurés dans les années qui précèdent le drame. Dans la tour sud, les travaux se bornent à l'application d'une nouvelle couche de matériaux ignifuges au niveau de l'un des étages sinistrés. Les responsables prétendent également que les impacts étaient d'une telle violence et les dégâts si importants que l'effondrement était inévitable. Roger Morse ne partage pas ce point de vue. Si le revêtement ignifuge avait été en bon état, s'il avait été posé correctement et s'il avait été bien entretenu, les tours auraient résisté plus longtemps. Elles auraient même pu tenir debout, ne pas s'effondrer. Quelle que soit la véritable efficacité de la protection ignifuge, la dernière phase de la destruction est latente, car d'après les plans, si une grande partie des planchers venait à manquer, toute la tour s'écroulerait. Le principe est facilement démontrable. Voici deux maquettes. Ces deux structures sont identiques, sauf que dans celle-ci, il manque un étage intermédiaire. Nous allons voir comment ceci affecte la façon dont les structures portent les charges. Nous allons tout d'abord mettre des poids sur cette structure-là. Il ne faut pas oublier que ces charges se transmettent au sol par les piliers et que cet étage intermédiaire ne soutient rien. Tout ce qu'il fait, c'est de maintenir les piliers ensemble, ce qui leur donne leur stabilité.
La maquette de gauche est tout à fait capable de supporter une très lourde charge. Je peux même ajouter des poids sur celle-ci, elle reste stable. Maintenant, enlevons des poids et mettons-les sur l'autre structure. En faisant le test sur la maquette où il manque un étage, on voit qu'elle supporte moins de poids que l'autre. Sans l'effet stabilisateur de l'étage, ses piliers se tordent, gauchissent et elle s'écroule. La tour sud brûle 53 minutes avant de s'effondrer. Les treillis de l'étage, moins bien protégés, sont incapables de soutenir les piliers verticaux et de les empêcher de gauchir sous l'énorme charge. Tandis que le sud de Manhattan se couvre d'une poussière sale et suffocante, le feu continue à saper la résistance de la tour nord. Elle résiste plus longtemps car l'avion l'ayant percuté de plein fouet, les charges sont mieux réparties. Le poids qu'elle supporte au-dessus du point d'impact est moins contraignant et ses treillis sont mieux ignifugés. Mais le feu s'attaque néanmoins au point faible. Cette fois-ci, les piliers du noyau cèdent les premiers. Après l'écroulement du toit sur la hauteur d'un étage, son énorme dynamique détruit étage après étage, jusqu'à ce que les 500 000 tonnes d'acier heurtent le sol à 190 km/h. Construite à une époque où les États-Unis ne risquaient guère de subir un attentat terroriste, les tours jumelles étaient le symbole de la prospérité et de l'optimisme. Désormais, elles resteront dans nos mémoires pour une toute autre raison. La façon dont les tours ont été construites était une innovation, mais ça s'est terminé par un effondrement, l'écroulement le plus catastrophique qui se soit jamais produit. J'espère seulement, pour que la mort de mon mari ait un sens, qu'on tirera des leçons de cet événement et que les choses changeront.